Prends la femme de ménage. Après avoir perdu un pari, le patron fut obligé d'inviter la femme de ménage à l'accompagner à la fête de luxe, mais lorsqu'elle arriva, tout le monde se tut. Tous les matins, à 5h30 précises, Claire Dubois quittait son petit appartement de Montreuil, une modeste maisonnée au 4e étage d'un immeuble silencieux où seuls les pas de ses voisins âgés résonnaient dans les escaliers. Elle partait toujours avec la même besace en toile beige, usée par le temps, contenant son uniforme de travail soigneusement plié, une bouteille d'eau, un sandwich qu'elle ne mangeait presque jamais, et un vieux livre de poésie qu'elle relisait en boucle depuis des années. Claire travaillait depuis 7 ans à la Lambert & Moreau, une société de conseil de renom située dans un immeuble élégant au cœur du 8e arrondissement de Paris. Elle y était femme de ménage, officiellement agent de propreté, mais dans les faits, elle était invisible. Chaque matin, elle arrivait bien avant que les premiers employés ne posent le pied dans le hall en marbre. Elle nettoyait les bureaux des directeurs, astiquait les vitres, remettait en ordre les salles de réunion où s'étaient tenus la veille des conseils stratégiques, vidait les poubelles pleines de documents griffonnés, effaçait les traces de doigts sur les écrans tactiles dernier cri. Personne ne lui disait bonjour. Même les réceptionnistes, pourtant présents à son arrivée, la saluaient sans vraiment la voir. Elle avait cessé de s'en offusquer depuis longtemps. C'était comme ça. Elle n'était pas là pour être vue. Elle connaissait par cœur les noms sur chaque porte, les habitudes de chaque étage. Elle savait que M. Giraud laissait toujours sa tasse de café sale à gauche de son clavier, que Mme Delacour aimait que ses stores soient à moitié baissés le matin, que le bureau du directeur exécutif, M. Marc Lambert, devait briller sans une trace, mais ne jamais être dérangé dans l'agencement de ses objets. Un cadre photo légèrement incliné vers la gauche, un stylo noir posé en diagonale sur un sous-main en cuir, 3 dossiers alignés par ordre de couleur. Marc Lambert, 39 ans, toujours tiré à 4 épingles, cheveux impeccablement coiffés, regard froid, calculateur. Un homme respecté pour son efficacité et redouté pour son absence totale d'émotion. Il dirigeait Lambert & Moreau d'une main de fer, imposant des standards stricts à tous les niveaux. Claire, à ses yeux, n'était qu'un rouage anonyme du système. Elle n'existait que parce que le sol devait briller, parce que les vitres devaient laisser passer la lumière sans filtre, parce que la perfection exigeait le silence des coulisses. Un jour, en sortant discrètement du bureau de Lambert, Claire l'avait entendu murmurer à son assistant « Heureusement qu'ils nettoient, on ne s'en rend compte que quand ils ne le font pas. » Ce jour-là, elle avait souri en coin. C'était la reconnaissance la plus explicite qu'elle ait jamais reçue. Dans son quartier, Claire n'était pas plus bavarde. Elle rentrait toujours à la même heure, faisait ses courses dans la même épicerie tenue par une vieille femme corse, saluait poliment les voisins d'un signe de tête. Le soir, elle lisait ou écoutait de la musique classique sur une vieille radio à piles. Peu de gens savaient quoi que ce soit d'elle. Pas qu'elle ait quelque chose à cacher. Seulement, sa vie, elle l'avait réduite à l'essentiel. Le silence, l'ordre, l'invisibilité. Mais parfois, tard dans la nuit, quand tout était calme, Claire posait les mains sur une boîte en bois rangée sous son lit. Elle ne l'ouvrait pas souvent. Dedans, il y avait des ciseaux dorés, un carnet de croquis jaunis, quelques articles de journaux pliés avec soin, et des échantillons de tissu qu'elle effleurait du bout des doigts. Elle refermait toujours la boîte en silence, avec une tendresse distante, comme si elle saluait une ancienne version d'elle-même. Personne à Lambert & Moreau ne se doutait de ce passé. Pour eux, Claire était juste la femme de ménage du matin, une silhouette discrète que l'on croisait parfois dans les couloirs sans vraiment la voir. Même Marc Lambert n'aurait pas su dire si elle avait les cheveux bruns ou châtains, les yeux clairs ou foncés. Elle était une fonction, un service, un automatisme, et pourtant, au fond d'elle, Claire voyait tout. Elle observait les visages fatigués, les regards arrogants, les éclats de rire étouffés derrière les portes closes. Elle entendait les conversations, les remarques déplacées, les confidences étouffées dans les ascenseurs. Elle connaissait les non-dits de l'entreprise mieux que quiconque. Elle était l'ombre qui connaissait la lumière. Ce matin-là, comme tous les autres, elle arriva à 6h moins le quart. L'air était frais, les rues encore endormies. Elle passa son badge à l'entrée, salua le veilleur de nuit d'un hochement de tête, enfila son uniforme dans le vestiaire exigu, attacha ses cheveux d'un geste précis et se mit au travail. Rien n'aurait pu laisser deviner que sa vie était sur le point de basculer. Le déjeuner des directeurs avait lieu une fois par trimestre.
C'était un rituel quasi sacré au sein de Lambert & Moreau. L'endroit choisi variait selon l'humeur de Marc Lambert. Cette fois-ci, ce fut une brasserie haut de gamme dans le 16e arrondissement où les serveurs connaissaient par cœur les préférences des habitués. Les discussions portaient d'ordinaire sur les résultats, les projections, les concurrents. Mais ce jour-là, l'atmosphère était plus détendue que d'habitude. Peut-être à cause de la signature imminente d'un contrat jugé crucial avec une société suisse, Alphatec, qui représentait un potentiel de plusieurs dizaines de millions d'euros en honoraires de conseil sur 5 ans. Un deal qui devait, selon toute vraisemblance, être sécurisé avant la fin de la semaine. Confiant comme à son habitude, Marc affichait ce calme glacial qui en disait long sur sa certitude de victoire. Il dominait la table, son verre de vin rouge à peine effleuré, distribuant des sourires mesurés et des remarques aiguisées. Autour de lui, les autres cadres tentèrent de suivre son rythme, mais aucun n'osait réellement le contredire. C'est alors que Paul Girard, le directeur des ressources humaines, fit une remarque à demi-mot un peu plus osée que d'habitude à propos des fêtes de fin d'année. Il évoqua la traditionnelle soirée de gala de l'entreprise, événement mondain attendu où tous les cadres venaient accompagnés, parfois par des conjoints, parfois par des partenaires plus stratégiques. Rires feutrés, discussions sur les années précédentes. Et puis avec l'insolence de ceux qui veulent faire tomber les puissants de leur piédestal, Paul lança « Et si pour une fois on mettait un peu de piquant à cette soirée, un défi. Si par malheur tu perds le contrat avec Alphatec, Marc, tu devras y aller accompagné. Disons, de quelqu'un qu'on n'attendrait pas. Quelqu'un tiré au hasard parmi les employés non cadres. » Un silence suivit, puis quelques rires étouffés. Certains pensèrent que Marc ignorerait cette provocation, mais il posa calmement sa fourchette, fixa Paul avec ce regard qui ne laissait jamais place au doute et répondit simplement « D'accord, si je perds Alphatec, je jouerai le jeu. » La réponse tomba comme un coup près. Il n'y eut plus de rire. Le pari avait été lancé et comme toutes les promesses faites à cette table, il allait devoir être tenu. 2 jours plus tard, contre toute attente, Alphatec déclina l'offre. Une décision soudaine, apparemment motivée par des divergences internes du côté suisse. Le contrat échappa à Lambert & Moreau comme du sable entre les doigts. Marc ne fit aucun commentaire en public. Il réagit comme il le faisait toujours, en contrôlant. Il appela immédiatement le service juridique, envoya un mémo à la communication et reprit sa journée comme si de rien n'était. Mais dans les couloirs, le murmure avait déjà commencé. Tout le monde savait, et tout le monde attendait. Ce fut Paul, fidèle à sa provocation initiale, qui rappela la promesse faite devant témoins. Il proposa, en comité restreint, d'organiser un tirage au sort parmi les employés de terrain, ceux que personne ne voyait, mais qui formaient l'ossature invisible de l'entreprise. Standardistes, techniciens, coursiers, personnel de nettoyage. Le nom fut tiré sans fanfare dans une salle de réunion fermée. Claire Dubois. Personne ne la connaissait vraiment. Une employée discrète, peu bavarde, qui apparaissait tôt le matin et disparaissait avant que la majorité du personnel n'arrive. Certains ne savaient même pas à quoi elle ressemblait, mais le sort avait parlé, et la rumeur, elle, n'avait pas de frein. En quelques heures, tout le monde en parlait. L'idée que Marc Lambert, le directeur exécutif, l'homme le plus redouté de la boîte, serait accompagné à la soirée par une simple femme de ménage, provoquait à la fois des rires étouffés et des regards gênés. Il y eut des paris officieux sur ce qui se passerait. Certains pensaient qu'il annulerait sa venue. D'autres qu'il contournerait le pari avec une clause juridique. Mais Marc ne fit rien de tout cela. Il se contenta, 2 jours plus tard, de consulter le registre interne des employés, localisa le nom de Claire et descendit lui-même au sous-sol où se trouvait la salle de pause du personnel de nettoyage. Une démarche qu'il n'avait jamais faite en 7 ans. Le silence qui suivit son entrée dans la pièce fut total. Claire était assise seule, un café à moitié tiède entre les mains, les yeux perdus dans un point abstrait du mur. Elle ne le vit qu'à l'instant où il s'arrêta devant elle. Marc, visiblement peu à l'aise, tendit une enveloppe avec une raideur presque mécanique. Il ne prononça qu'une phrase, courte, sèche, sans émotion apparente. « Vous êtes invité à la soirée de gala, samedi prochain. » Claire le regarda, interdite. Un silence de quelques secondes s'installa, puis elle prit l'enveloppe sans un mot, hocha légèrement la tête et baissa les yeux. Marc fit volte-face sans attendre une réponse, quittant la pièce comme s'il fuyait quelque chose. La nouvelle se répandit encore plus vite que le nom tiré.
Des commentaires fusèrent dans les bureaux, sur les messageries internes, dans les ascenseurs. Certains employés se préparaient déjà à une humiliation publique. D'autres, plus cyniques, attendèrent le scandale avec curiosité. L'idée que Marc Lambert, toujours impeccable, pourrait être vu au bras d'une femme de ménage semblait inconcevable. On parla de farce, de sabotage, de manœuvre sociale. Mais aucun ne chercha à savoir ce que Claire pensait. Elle, de son côté, ne dit rien. Elle rentra chez elle ce soir-là comme à son habitude, prit une longue douche silencieuse, s'assit au bord de son lit et ouvrit une fois encore la boîte de bois cachée sous son sommier. Cette fois-ci, elle en sortit le carnet de croquis. Elle tourna lentement les pages, les doigts glissant sur les dessins comme si elle redécouvrait une langue oubliée. Elle n'avait pas souri depuis longtemps. Mais ce soir-là, ses lèvres esquissèrent un mouvement imperceptible, non de joie, ni de revanche, mais de quelque chose d'inattendu, presque oublié, la certitude qu'elle avait encore un rôle à jouer, et que ce rôle ne serait pas celui que les autres attendaient. Le jeudi matin suivant, le ciel au-dessus de Paris était d'un gris uniforme, et une fine bruine tombait en silence sur les trottoirs. Claire arriva à Lambert & Moreau à la même heure que d'habitude, les épaules couvertes par un imperméable beige, les cheveux attachés en un chignon bas, comme chaque jour. Elle franchit la porte d'entrée, badgea sans un mot, salua d'un regard le veilleur de nuit et se dirigea vers l'ascenseur de service. Rien dans son attitude ne laissait paraître qu'elle était, à cet instant précis, l'objet de toutes les conversations de l'entreprise. Les couloirs résonnaient déjà de murmures. Des employés chuchotaient entre deux portes vitrées, des regards curieux se levaient dès qu'un pas s'approchait. Les plus téméraires tentaient de capter un instant de sa silhouette dans les caméras de sécurité interne, espérant croiser ce visage jusqu'alors anonyme. Mais Claire restait inaccessible. Elle se déplaçait vite, méthodique, les écouteurs parfois dans les oreilles, la tête baissée. Elle n'offrait aucun espace à l'interprétation, rien ne transparaissait, ni nervosité, ni excitation, ni trouble. Marc Lambert, de son côté, n'avait pas mentionné une seule fois le sujet depuis sa visite au sous-sol. Il avait repris son rythme habituel, enchaînant les réunions avec la même rigueur glaciale, révisant les plannings de fin d'année avec une attention presque excessive. Mais tout le monde dans son entourage immédiat savait qu'il était tendu. Ce n'était pas la perte du contrat suisse qui le contrariait. Ces choses arrivaient et il avait connu pire. C'était cette invitation forcée, cette proximité imposée avec une inconnue, une employée qu'il n'avait jamais vue autrement que comme une silhouette floue dans un coin de mur. Il n'était pas du genre à reculer, ni à renier sa parole. Alors, ce matin-là, à 9 heures précises, il appela son assistante et lui demanda d'imprimer une copie formelle de l'invitation au gala. Elle hésita, voulut faire un commentaire, mais se ravisa face à son regard neutre. Une enveloppe crème fut glissée dans ses mains quelques minutes plus tard, et sans ajouter un mot, Marc se leva, descendit les étages, franchit les couloirs en silence et prit l'ascenseur jusqu'au niveau des services techniques. Là, dans le couloir étroit où l'odeur du café instantané se mêlait à celle des produits de nettoyage, Claire se tenait debout, devant le chariot de matériel, une lavette à la main. Elle s'arrêta à sa vue. Les autres membres du personnel quittèrent la pièce dans un mélange de gêne et de curiosité à peine dissimulée. Marc s'approcha sans détour. Il ne semblait pas pressé, mais chaque geste trahissait une certaine raideur. Il tendit l'enveloppe à Claire sans chercher son regard, comme si l'objet pesait plus lourd qu'un simple bout de carton. Elle le prit sans un mot, l'ouvrit lentement, lut les quelques lignes imprimées avec soin. C'était une invitation formelle, classique, au nom de la direction de Lambert & Moreau. Elle indiquait l'heure, le lieu, la galerie Vivienne, un des joyaux architecturaux de Paris, la tenue exigée, robe de soirée. Claire referma l'enveloppe, releva enfin les yeux vers lui. « C'est bien officiel alors ?» demanda-t-elle, sa voix neutre, posée, mais claire. Il hocha la tête sans répondre. Elle ajouta « J'y serai ». Aucun sourire, aucune émotion apparente. Il sembla vouloir ajouter quelque chose, mais se ravisa. Puis tourna les talons et partit. L'événement de l'année, comme on l'appelait déjà en interne, se transforma rapidement en un sujet de spéculation générale. Les employés se demandaient ce qu'elle allait porter, comment elle allait se comporter, si elle tiendrait debout au milieu de l'élite, si Marc Lambert allait supporter cette mascarade. Certains misaient sur une humiliation certaine, d'autres espéraient un moment de malaise spectaculaire. L'ironie,
c'est que presque personne ne pensait à Claire comme à une personne réelle, avec une histoire, des goûts, une dignité. Pour eux, elle n'était qu'un épisode insolite dans leur routine professionnelle. Dans les jours qui suivirent, Claire ne répondit à aucune question. Même ceux qui osèrent lui adresser la parole dans l'ascenseur ou dans la salle de repos se heurtèrent à un silence poli. Elle n'était ni arrogante ni fermée. Elle était simplement ailleurs. Chaque soir, après son retour à Montreuil, elle s'enfermait dans sa chambre, sortait ses carnets de croquis, ses vieux tissus, les étoffes qu'elle avait conservées depuis des années dans une malle en osier au fond de l'armoire. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Aucun besoin de magasin de luxe, ni de styliste hors de prix. Elle n'avait pas touché une machine à coudre depuis longtemps, mais ses mains n'avaient rien oublié. Un appel rapide à un vieil ami à Marseille lui permit de recevoir en 2 jours les éléments manquants. Une doublure satinée, une fermeture fine, du fil invisible. Ce vieil ami, Adrien, avait autrefois travaillé à ses côtés lorsqu'elle créait encore des robes pour des vitrines parisiennes. Il ne posa pas de questions. Il savait que si Claire appelait, c'est que quelque chose d'important se passait. Elle reçut le colis un samedi matin, le posa sur sa table et commença le travail. Elle cousait la nuit, à la lumière d'une lampe de chevet, en silence. Chaque point, chaque couture, chaque détail était pensé avec précision. Elle ne faisait pas une robe pour impressionner. Elle faisait une robe pour exister. Une seule fois encore, pour elle-même. Pendant la journée, elle continuait son travail à Lambert à Moreau comme si rien n'avait changé. Les rumeurs s'intensifiaient, les moqueries devenaient plus explicites, mais elle n'y réagissait pas. Certains commençaient à douter. Ce calme, cette indifférence, cela dérangeait. On aurait préféré qu'elle soit nerveuse, qu'elle fasse une erreur, qu'elle fuit. Mais elle restait là, présente, droite. La veille de la soirée, Claire termina les derniers ajustements. Elle suspendit la robe devant la fenêtre de sa chambre, là où la lumière grise de l'automne en révélait les teintes profondes. Le tissu était d'un bordeaux sombre, presque noir par endroits, avec des reflets moirés subtils. Les coutures étaient invisibles. Le décolleté discret. La coupe fluide mais structurée. C'était une robe née d'une mémoire ancienne, d'un savoir que personne n'avait su reconnaître depuis longtemps. Elle la regarda longtemps, puis referma les rideaux. Dans un coin du placard, elle retrouva un petit nécessaire de maquillage, intact depuis des années. Un fond de teint, un mascara, un rouge à lèvres discret. Elle les rangea dans un sac de toile avec ses boucles d'oreilles en argent, les seules qu'elle possédait encore. Puis, avant de dormir, elle nota dans un carnet une phrase simple. Ce n'est pas un déguisement, c'est un rappel. Le lendemain, la ville se préparait lentement à entrer dans la nuit. Mais Claire, elle, s'apprêtait à entrer dans la lumière. La semaine précédant la soirée de gala s'écoula dans un mélange de rumeurs malveillantes, de curiosité croissante et de silence calculé. Claire, fidèle à sa discrétion, poursuivait ses tâches avec la même rigueur que d'habitude, nettoyant les bureaux, les vitres et les couloirs de Lambert à Moreau, comme si de rien n'était. Pourtant, tout en elle avait changé. Elle n'était pas nerveuse, ni excitée, ni anxieuse. Elle était concentrée. Son quotidien se partageait désormais entre les tâches matinales au siège de l'entreprise et les longues nuits passées à perfectionner chaque centimètre de la robe qu'elle allait porter. Personne ne savait, bien entendu, qu'elle avait autrefois tenu un atelier de couture dans le Marais, ni qu'elle avait été remarquée à Cannes pour une collection capsule acclamée par la critique. Ce passé, elle l'avait enfermé dans une boîte, au sens propre comme au figuré. Elle l'avait recousu dans le silence, point par point, entre les murs modestes de son appartement à Montreuil. Chaque soir, après avoir refermé la porte de son appartement, elle posait son sac sur la table de la cuisine, se lavait les mains longuement et s'installait devant la robe suspendue à un cintre en bois. Elle inspectait chaque couture, ajustait les plis, repassait les lignes avec une patience qui n'avait rien perdu de sa précision d'antan. Ce n'était pas un costume, ce n'était pas une revanche. C'était une réaffirmation de ce qu'elle était profondément. Elle ne s'habillait pas pour répondre à une provocation. Elle s'habillait pour se rappeler à elle-même qu'elle avait été plus qu'une silhouette silencieuse dans un bureau. Le tissu, commandé en urgence à Marseille, avait été soigneusement choisi. Un mélange de soie et de viscose, d'une teinte bordeaux foncé presque insaisissable, qui prenait des reflets différents selon la lumière.
Elle avait voulu une robe qui capte l'attention sans jamais la quémander. Une tenue qui exprime la force tranquille, la maîtrise, l'élégance sans ostentation. Le dos de la robe descendait en une courbe douce, soulignant la nuque avec pudeur, tandis que la taille était marquée par une ceinture du même tissu, cousue à la main. Elle avait également restauré une paire de chaussures en cuir noir qu'elle conservait depuis son dernier défilé, les talons hauts mais stables, le cuir ciré jusqu'à briller comme un miroir. Elle ne parla à personne de cette préparation. Même Adrien, son ami marseillais qui lui avait envoyé les matériaux, n'avait pas posé de questions. Il lui avait seulement joint un mot écrit à la main. « Fais ce que toi seul sais faire et qu'il voie. » Claire avait rangé la note dans le tiroir de sa table de nuit, sans un mot. À l'intérieur du siège de Lambert & Moreau, les paris et les commentaires prenaient une tournure de plus en plus malveillante. Certains employés avaient créé une discussion de groupe dédiée à la soirée de gala, où circulaient des montages grossiers et des suppositions humiliantes. On spéculait sur l'apparence de Claire, sur sa manière de parler, de marcher, de se comporter. D'autres, plus hypocrites, se demandaient à voix basse si elle allait savoir se tenir. Quelques voix, plus rares, plus discrètes, exprimaient un malaise face à ce traitement, mais elles se taisaient vite devant la majorité bruyante. Dans cette marée d'attentes malveillantes, une seule personne gardait le silence avec une intensité presque agressive, Marc Lambert. Depuis qu'il avait tendu l'enveloppe à Claire, il n'avait plus évoqué la soirée. Pas un mot, pas un regard. Pourtant, quelque chose avait bougé en lui. Il ne savait pas encore quoi. Il évitait d'y penser, mais l'image de Claire, son calme, son absence de réaction, son « j'y serai », prononcé sans trembler, lui revenait régulièrement. Il n'aimait pas cette sensation. Lui qui contrôlait tout n'arrivait pas à définir ce qu'il avait perçu dans ce moment-là. Le jour de la soirée, Claire se leva plus tard que d'habitude. C'était la première fois depuis des années qu'elle ne se rendait pas au travail un samedi matin. Elle prit un long bain chaud, laissa l'eau détendre ses épaules tendues par les nuits de couture, puis s'assit devant le miroir de sa chambre. Elle appliqua le fond de teint avec légèreté, rehaussa ses cils avec un peu de mascara, dessina une fine ligne sur ses paupières. Le rouge à lèvres était d'un ton discret, presque nude, à peine plus foncé que sa teinte naturelle. Puis elle attacha ses cheveux en un chignon souple, laissant 2 mèches encadrer son visage. Le résultat n'avait rien de spectaculaire, il avait tout de digne. Elle enfila la robe avec une lenteur presque cérémoniale. L'étoffe glissa sur sa peau comme une mémoire. Elle bougea un instant devant le miroir, vérifiant l'ampleur de la jupe, l'équilibre du corsage. Puis elle enfila les chaussures, prit un petit sac en tissu noir où elle glissa ses papiers, un mouchoir en lin et le carton d'invitation. À 18h45, elle descendit l'escalier de son immeuble et appela un taxi. Lorsqu'il arriva, elle s'installa à l'arrière sans un mot. Le chauffeur, surpris par sa tenue, n'osa pas poser de questions. Il roula en silence jusqu'au centre de Paris. Pendant ce temps, la galerie Vivienne se préparait. Les décorateurs avaient achevé l'installation des lustres, les traiteurs s'activaient dans les coulisses, les premiers invités arrivaient, vêtus de smoking noirs et de robes longues. Les employés saluaient les directeurs, les sourires s'échangeaient, les conversations creuses se multipliaient. L'atmosphère était celle d'un théâtre bien huilé, où chacun jouait son rôle avec la précision des habitudes. Marc Lambert, vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement taillé, se tenait près du bar central, un verre de champagne à la main, l'œil attentif, mais ailleurs. À 19h15, l'entrée principale s'ouvrit et un silence presque involontaire parcourut la salle. Claire Dubois franchit le seuil. Elle ne s'arrêta pas. Elle marcha d'un pas assuré sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion. La robe bordeaux captait la lumière avec une discrétion maîtrisée. Son regard était droit, son port altier, ses gestes mesurés. Les conversations se figèrent. Certains ne la reconnurent pas. D'autres crurent que c'était une invitée extérieure, peut-être une partenaire ou une nouvelle directrice. Lorsque Marc leva les yeux et croisa son regard, il resta immobile. Il ne sourit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il la regarda comme on regarde quelque chose que l'on pensait connaître, mais que l'on découvre pour la première fois. Autour d'eux, les murmures reprenaient, plus bas, plus hésitants. Claire, elle, s'approcha lentement de lui, s'arrêta à quelques pas. Ils se saluèrent brièvement. Aucune effusion, aucune mise en scène. Puis elle détourna les yeux et commença à explorer la salle. Elle n'était pas là pour jouer un rôle.
elle était là pour exister. Et ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, c'est exactement ce qu'elle fit. La lumière dorée de la galerie Vivienne baignait les colonnes en marbre et les verrières anciennes d'une aura solennelle. Les murs, ornés de guirlandes discrètes, accueillaient le reflet des bougies placées avec soin le long du périmètre. Un quatuor à cordes jouait des airs classiques dans un coin, tandis que les invités, parés de leurs plus beaux atours, se déplaçaient avec élégance entre les buffets de champagne et les tables décorées de compositions florales. L'élite de Lambert et Moreau, accompagnée de clients influents, d'associés stratégiques et de figures de la haute société parisienne, remplissait peu à peu l'espace dans une chorégraphie bien rodée. Les conversations étaient feutrées, les rires dosés, les salutations codifiées. Marc Lambert, comme toujours, dominait l'événement par sa simple présence. Son costume bleu nuit, taillé avec une précision mathématique, soulignait sa silhouette rigide et élégante. Il parlait peu, mais chaque regard qu'il échangeait suffisait à entretenir la réputation de contrôle absolu qu'on lui prêtait. Pourtant, ce soir-là, même ses associés les plus proches remarquaient une tension inhabituelle dans son maintien. Il consultait sa montre plus souvent qu'à l'accoutumée et ses réponses semblaient plus sèches, moins polies. Il n'avait pas parlé de son invité. Il ne l'avait pas évoqué une seule fois depuis l'instant où il avait déposé l'enveloppe dans les mains de Claire. Mais l'attente de sa venue occupait toute la salle. Les spéculations allaient bon train, à voix basse, dans les recoins du salon. Puis, à 19h17 exactement, l'entrée principale s'ouvrit une fois de plus. Et, cette fois, le silence fut immédiat. Pas un silence gêné ou maladroit, mais un silence dense, de ceux qui s'imposent lorsqu'un événement inattendu vient troubler l'ordre établi. Claire Dubois venait d'apparaître. Elle n'avançait pas timidement, ni avec ostentation. Elle marchait d'un pas calme, naturel, presque souverain. Sa robe bordeaux profond, à la coupe précise et à la texture raffinée, glissait sur le sol avec légèreté. Ses cheveux, relevés en un chignon souple, dégagèrent la nuque avec subtilité. Elle portait peu de bijoux, juste une paire de boucles d'oreilles argentées, fines et discrètes, et ses yeux brillaient avec une intensité que personne dans cette pièce ne lui avait jamais connue. Les premiers regards furent confus. Certains crurent qu'il s'agissait d'une invitée extérieure. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'une ancienne collaboratrice ou d'une cliente de prestige. Quelques visages se figèrent lorsqu'ils comprirent. La surprise fut telle que les conversations cessèrent d'un coup. Il n'y eut plus que les accords du quatuor à cordes et les pas mesurés de Claire sur le sol ancien. Les murmures reprirent aussitôt, mais d'un autre ton. On ne riait plus. On observait, fasciné, déstabilisé. Marc Lambert, lui, ne détourna pas les yeux. Dès qu'il aperçut Claire, il se redressa imperceptiblement, comme si un fragment de son masque venait de tomber. Elle s'approcha, ne s'arrêta pas pour saluer qui que ce soit, ne détourna pas le regard vers ceux qui la scrutaient. Elle marchait droit, confiante, comme si cette salle n'avait jamais été interdite. Lorsqu'elle arriva à hauteur de Marc, elle s'arrêta à une distance précise, ni trop proche ni trop distante. Il l'observa, et un silence s'établit entre eux. Elle inclina légèrement la tête, un geste respectueux, mais sans soumission. Il répondit d'un simple hochement de tête, sans détourner les yeux. Ce fut un échange silencieux, lourd de tout ce que les mots auraient rendu maladroit. Autour d'eux, les invités reprenaient doucement leur comportement mondain, mais quelque chose avait changé. L'entrée de Claire avait modifié l'équilibre de la soirée. Les conversations reprenaient, mais sur un autre ton. Les regards se faisaient plus insistants. Quelques-uns tentaient de masquer leur surprise par des sourires figés. D'autres chuchotaient en fixant la silhouette de Claire. Certains se penchaient vers leurs voisins pour demander confirmation de son identité. Oui, c'était bien elle, Claire Dubois, la femme de ménage, celle que personne n'avait jamais vraiment regardée. Marc proposa un verre à Claire, qui accepta sans cérémonie. Elle le prit entre ses doigts sans trembler et leva le verre avec une assurance tranquille. À aucun moment elle ne sembla chercher l'approbation ni la validation. Elle n'était ni en représentation ni en démonstration. Elle était présente, simplement. Et cela suffisait à troubler les plus assurés. La musique continua, le service se poursuivit. Mais tout le monde, même inconsciemment, jetait un œil régulier dans sa direction. Elle se déplaçait peu, observait beaucoup. Elle scrutait les visages, les gestes, les postures. Ce monde qui, pendant 7 ans,
s'était déroulé au-dessus de sa tête, elle l'examinait désormais de l'intérieur. Elle ne souriait pas beaucoup, mais ses yeux brillaient, non d'orgueil, mais de lucidité. Elle voyait tout, ce que les gens tentaient de dissimuler, ce que les sourires masquaient, ce que les regards trahissaient. Quelques personnes vinrent lui adresser la parole, plus par politesse que par réelle curiosité. Elle répondit calmement, sans chercher à s'imposer. Son langage était simple, clair, sans fioritures. Elle ne se perdait pas dans les formules, ne cherchait pas à impressionner. Elle parlait comme elle marchait, avec mesure. Et cette mesure, dans ce contexte saturé de faux semblants, frappait comme une provocation. Marc, de son côté, restait à proximité, sans jamais s'imposer. Il l'observait souvent du coin de l'œil, et plus le temps passait, plus son regard se modifiait. Il ne voyait plus la silhouette discrète croisée à l'aube dans les couloirs. Il ne voyait plus la fonction. Il voyait une femme, une personne. Et cette prise de conscience l'obligeait à réévaluer bien des choses. La soirée avançait, et Claire restait fidèle à elle-même. Pas un mot plus haut que l'autre, pas un geste inutile, pas une posture empruntée. Elle n'avait pas besoin de se défendre, parce qu'elle n'était pas en guerre. Elle n'avait pas besoin de se justifier, parce qu'elle n'avait rien à prouver. Et c'est précisément cela qui bouleversait l'équilibre de la soirée. Sa simple présence devenait un miroir, tendu à chacun, révélant les jugements précipités, les hiérarchies internes, les certitudes sociales. Lorsque l'horloge indiqua 21h30, Claire était toujours là, droite, digne, intouchable. Et pour la première fois depuis que cette entreprise existait, les regards se détournaient de Marc Lambert non par peur, mais parce qu'un autre centre de gravité venait d'émerger. Tranquille, élégant, inattendu. Marc Lambert n'était pas un homme qu'on prenait à contre-pied. Toute sa carrière avait été bâtie sur l'anticipation, la maîtrise des paramètres, l'obsession du détail et cette capacité presque inhumaine à demeurer impassible devant l'imprévu. Pourtant, ce soir-là, au cœur de la galerie Vivienne, alors que les lustres renvoyaient 1000 éclats sur les tenues raffinées, il se tenait là, déstabilisé. Depuis l'arrivée de Claire, une tension sourde ne l'avait pas quitté. Il ressentait, sans pouvoir le formuler, qu'un glissement s'était produit, une brèche dans son monde parfaitement compartimenté. Il ne s'agissait pas seulement du regard des autres ou des murmures qui naissaient dans son sillage. C'était plus intime, plus dérangeant. C'était le fait de ne pas l'avoir vue toutes ces années. Pas vraiment, elle ne faisait rien pour provoquer ce malaise. Claire se tenait droite, se déplaçait avec grâce, répondait avec sobriété. Elle n'exigeait pas d'attention, elle la captait, non pas par artifice mais par contraste. Sa présence mettait en lumière la vanité de tant de comportements, l'inconsistance des mots vides échangés dans les couloirs, la vacuité des sourires intéressés. Marc, pour la première fois depuis longtemps, se sentit observé, non pas évalué dans ses performances, mais regardé dans ce qu'il avait laissé passer, dans ce qu'il n'avait jamais pris la peine de considérer. Ses collègues ne se privaient pas de faire des commentaires. Certains, faussement bienveillants, s'approchèrent de lui avec des remarques à double tranchant. « Jolie transformation, ta cavalière », disait l'un avec un sourire en coin. « Elle a changé depuis la dernière fois que je l'ai croisée avec une serpillière », lançait un autre à voix basse, croyant à une complicité. D'autres encore, plus perfides, masquaient mal leur mépris derrière un humour cynique. « Finalement, tu l'as bien joué, Marc. Ça crée le buzz. » Chaque mot était une piqûre. Chaque remarque le confrontait non pas à une faute, mais à une série d'absences. Il avait accepté ce pari comme un jeu, une punition ridicule, une façon de désamorcer un échec professionnel. Mais à mesure que la soirée avançait, il comprenait qu'il avait été aveugle, arrogant, et plus grave encore pour lui, prévisible. Claire, de son côté, ne réagissait à rien. Elle souriait parfois poliment, mais restait en retrait. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa robe, elle répondait simplement « Je l'ai faite moi-même ». Certains ne comprenaient pas. D'autres pensèrent qu'elle mentait. Quelques rares esprits lucides pressentaient qu'il y avait là quelque chose de plus profond, de plus ancien. Elle ne cherchait pas à briller. Elle se contentait d'être, et cela suffisait à ébranler les postures. À un moment de la soirée, alors que Marc s'était isolé près du buffet, une coupe de champagne à la main, il sentit une présence à ses côtés. Claire. Elle s'était approchée sans bruit. Elle ne le regardait pas directement, observant les invités au loin. « Pourquoi m'avoir choisi ?» demanda-t-elle, sans agressivité, mais sans détour.
Marc la fixa un instant. Il hésita. Il savait que mentir ne servirait à rien. Elle poursuivit, voyant son silence. Une punition? Une blague entre cadres? Une façon de tourner un échec en anecdote amusante? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Elle tourna enfin la tête vers lui. Ses yeux étaient calmes, clairs. Il n'y avait ni colère ni ressentiment, seulement une lucidité qui le mit mal à l'aise. Il répondit finalement, la voix plus basse que d'habitude. Ce n'était pas personnel. Elle sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Justement, elle s'éloigna sans ajouter un mot, le laissant seul, figé, avec cette réplique qui résonnait en lui comme un verdict. Le reste de la soirée fut un long cheminement pour Marc. Il tentait de reprendre le fil de ses interactions, de retrouver sa stature, mais quelque chose avait changé. Il n'arrivait plus à jouer le rôle attendu. Il se surprenait à regarder Claire du coin de l'œil, à écouter ses réponses, à observer la manière dont elle gérait les situations, avec une élégance que bien peu dans cette salle possédaient réellement. Il n'était pas attiré par elle au sens trivial. Il était frappé par sa cohérence, par son aplomb, par la manière dont elle s'imposait sans jamais hausser le ton, et surtout par le fait qu'il ne l'avait jamais vue, alors qu'elle avait toujours été là. La soirée s'étira, les discours commencèrent, des remerciements officiels furent prononcés, les performances de l'année mises en valeur, les projets futurs évoqués. Claire se tenait en retrait, écoutant sans vraiment écouter. Elle connaissait ses mots, ses mises en scène. Elle en avait nettoyé les restes sur les murs vitrés et les tapis de réunion pendant des années. Elle savait ce qui était réel et ce qui était feint. Et ce soir-là, elle avait décidé de ne rien feindre. Marc, assis parmi les autres dirigeants, écoutait d'une oreille distraite. Son esprit vagabondait. Il pensait à Claire, à sa robe cousue main, à ses mains fines mais fortes, à sa démarche droite. Il pensait à tout ce qu'il ignorait d'elle. Il pensait à lui surtout, à cette image qu'il s'était construite, à ce besoin de contrôle qui l'avait éloigné de l'essentiel. Il n'en avait pas honte, il n'était pas un homme qui s'effondrait devant la réalité, mais il était forcé ce soir de réviser sa vision du monde. Et c'était peut-être pire encore que de perdre un contrat. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Marc proposa à Claire de la raccompagner. Elle déclina poliment. Il insista à peine. Ils se regardèrent une dernière fois. Pas comme deux collègues. Pas comme un supérieur et une subordonnée. Mais comme deux personnes qui, enfin, se voyaient. Elle s'éloigna dans la nuit parisienne, ses pas résonnant sur les pavés, sa silhouette se fondant dans l'obscurité avec la même discrétion qu'à son arrivée. Mais désormais, elle n'était plus invisible. Et Marc, pour la première fois depuis longtemps, se demanda ce que signifiait vraiment le mot « respect ». La soirée touchait à son apogée quand Claire, légèrement éloignée du centre de la salle, observa le manège élégant mais artificiel des derniers arrivants. Certains dansaient, d'autres prenèrent des photos près des colonnes illuminées. Les coupes de champagne se vidaient plus vite qu'elles ne se remplissaient et les conversations, bien qu'encore animées, commençaient à trahir une fatigue dissimulée derrière les sourires figés. Claire, elle, restait debout, seule, droite, tenant son verre sans en boire. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle regardait sans juger, mais en comprenant. Ce monde qui l'avait toujours exclu n'avait jamais vraiment été une énigme pour elle. Elle en connaissait les rouages, les masques, les stratégies. Un homme d'un certain âge, costume gris foncé, lunettes au verre fin et monture discrète, s'approcha d'elle avec une expression mi-curieuse, mi-fascinée. Il semblait ne pas prêter attention aux autres regards, concentré uniquement sur Claire. Il s'arrêta à quelques pas, puis prononça son nom d'un ton presque surpris, comme s'il retrouvait un visage du passé. Elle se tourna vers lui sans reconnaître immédiatement. Mais lorsqu'il se présenta, un déclic se produisit. « Je suis Alain Vernier », commença-t-il. « Nous nous sommes croisés à Cannes, il y a 12 ans, je crois. Vous étiez l'étoile montante du salon textile. » Claire cligna des yeux. Son visage se figea un instant, avant qu'un léger sourire n'assouplisse ses traits. « Monsieur Vernier, oui, » murmura-t-elle. « Vous étiez jury cette année-là, et vous aviez présenté une collection d'une justesse que je n'ai jamais oubliée. Des coupes presque architecturales. Vous aviez osé l'épure à un moment où tout le monde cherchait à choquer. Autour d'eux, plusieurs regards se tournèrent. Quelques invités s'approchèrent, intrigués par cet échange inattendu. L'homme n'était pas un inconnu dans le milieu des affaires. Son nom, bien que discret, inspirait le respect. Il poursuivit.
J'ai toujours regretté de ne pas avoir collaboré avec vous à l'époque. On m'avait dit que vous aviez quitté la mode. J'ai supposé que c'était un choix artistique. Mais vous voilà ici, et dans une robe que je suppose vous avez vous-même conçue. » Claire acquiesça. Son regard, un instant, sembla se perdre dans un souvenir qu'elle préférait ne pas détailler. Elle n'ajouta rien. Elle n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi elle avait disparu. L'important n'était pas ce qui l'avait éloignée, mais ce qui l'avait fait revenir. Alain Vernier hocha la tête avec respect. « Permettez-moi de dire que votre travail, même après toutes ces années, n'a rien perdu de sa force. Vous êtes toujours aussi précise. Et ce que vous portez ce soir, c'est un manifeste silencieux. » Il s'éloigna ensuite, sans demander de carte, sans proposer de rendez-vous. Il s'était contenté de reconnaître, d'honorer un talent qu'il n'avait pas oublié. Et ce simple échange, prononcé devant témoins, modifia le regard de plusieurs personnes dans la salle. Il y eut un flottement, une remise en question immédiate. Si Claire Dubois avait été styliste reconnue, cela changeait tout. Ce n'était plus une simple expérimentation sociale ou une curiosité. Elle devenait soudain une figure à part entière, avec un passé, une légitimité, une profondeur. Marc, qui n'était pas loin, avait tout entendu. Il ne fit pas un geste immédiat, mais l'impact des mots de Vernier se lisait sur son visage. Un mélange de surprise, de désorientation et de honte sourde. Il s'approcha finalement, plus lentement qu'à son habitude. Claire le vit venir, ne bougea pas. Il s'arrêta à ses côtés, prit un instant, comme s'il cherchait comment aborder la conversation. « Vous étiez styliste » dit-il simplement, sans emphase. « Je le suis encore » répondit-elle. « Je n'ai jamais arrêté. J'ai juste cessé de montrer ce que je faisais. » Il baissa les yeux, un geste rare chez lui. « Je ne savais rien de cela. Ce n'est pas ce qu'on attendait de moi, n'est-ce pas ?» fit-elle, un ton plus tranchant dans la voix. « Vous n'aviez pas besoin de savoir. J'étais là pour que les surfaces brillent, pas pour exister. » Il ne répondit pas tout de suite. Il semblait chercher ses mots. Pour la première fois, il semblait conscient de la fragilité de ses positions. Il se rendait compte que son silence d'autrefois n'était pas une neutralité, mais une forme de participation à l'effacement de ceux qu'il ne regardait pas. « Ce soir, dit-il enfin, vous avez renversé quelque chose, en moi et dans cette entreprise. » Claire le fixa sans attendrir son regard. « Je ne suis pas venu pour ça, Marc. Je ne suis pas ici pour servir de leçon. Je suis ici parce que vous m'y avez appelé. » Sans réfléchir aux conséquences, ce n'était pas une faveur. Ce n'était pas une humiliation. C'était votre pari. Et moi, je me suis contenté de venir. Il hocha lentement la tête. Il n'était pas offensé. Il comprenait, enfin. Ou du moins, il commençait. Vous auriez pu refuser. Et vous auriez gagné. Personne ne vous aurait reproché de ne pas m'avoir forcé, mais vous auriez gardé votre confort intact. Moi, j'ai accepté. Pas pour vous, mais pour moi. Elle s'éloigna alors, le laissant seul pour la deuxième fois dans la soirée, avec plus de questions que de certitudes. Elle ne l'avait pas humilié. Elle ne l'avait pas attaqué. Elle l'avait simplement regardé en face, sans attendre quoi que ce soit de lui. Et ce détachement, cette liberté, valait plus que toutes les critiques. Elle l'avait confronté non par révolte, mais par sa seule présence. Marc resta là un long moment. Il ne rejoignit aucun groupe. Il ne parla plus. Son esprit tournait autour de cette phrase. « Je ne suis pas votre punition. Je suis là parce que vous m'avez sous-estimé. » Elle ne l'avait pas dit avec rancune. Elle l'avait dit avec une lucidité qui ne cherchait pas la revanche, mais la vérité. Ce soir-là, dans une salle pleine d'apparences et de faux semblants, Claire Dubois avait simplement existé. Et cela avait suffi à faire vaciller un homme que tout le monde croyait inébranlable. Il était un peu plus de 22 heures, lorsque Claire s'isola un moment sur le côté de la salle, près d'une verrière donnant sur la cour intérieure. Dehors, la nuit était calme, la lumière des lampadaires dessinant des ombres géométriques sur les pavés mouillés. Elle avait besoin de ce recul, non pour fuir, mais pour reprendre son souffle loin des regards. La soirée, bien que parfaitement maîtrisée de sa part, n'était pas sans tension. Chaque pas, chaque échange, chaque silence exigeait d'elle une présence totale. Elle n'avait pas failli, elle n'avait pas tremblé, mais la fatigue commençait à se faire sentir. Son verre vide entre les mains, elle observait la salle à travers la vitre. Les convives allaient et venaient, comme des figurants dans une pièce dont elle n'était ni spectatrice ni actrice secondaire.
Elle était devenue, contre toute attente, le centre silencieux de l'attention. Certains s'étaient rapprochés d'elle par curiosité, d'autres par politesse, quelques-uns par intérêt. Tous, pourtant, avaient été forcés de reconsidérer ce qu'ils croyaient savoir sur elle. Les plus lucides l'avaient reconnue. Les autres, incapables de se départir de leur mépris latent, cherchaient encore un moyen de restaurer leur sentiment de supériorité. C'est dans ce contexte tendu qu'éclata ce qui aurait pu être un simple murmure, mais qui tomba comme une gifle dans l'atmosphère encore suspendue de la soirée. Une voix féminine, claire, posée, mais teintée d'ironie, lança à mi-voix, dans un groupe d'invités proches, « C'est touchant. On dirait presque une publicité pour une marque de lessive de luxe, une femme de ménage en robe de soirée. Qui aurait cru que le chiffon avait autant de potentiel ?» Le silence qui suivit fut bref, mais suffisant pour que les regards se tournent. Claire n'avait pas entendu directement, mais elle avait vu les yeux se poser sur elle, certains gênés, d'autres rieurs, quelques-uns choqués. La femme à l'origine du commentaire ne cherchait pas à se cacher. Il s'agissait de Nadine Lavorel, directrice administrative, connue pour son intelligence froide et ses jugements tranchants. Une femme que l'on craignait plus qu'on ne respectait, toujours impeccablement habillée, toujours au centre des décisions importantes. Claire se tourna lentement, posa son verre sur la tablette de la fenêtre et marcha vers le groupe. Elle n'accéléra pas. Elle ne changea rien à sa démarche, mais chaque pas semblait plus dense que le précédent. Nadine Lavorel, sans surprise, soutint le regard avec un sourire narquois, persuadée que Claire se contenterait d'un silence poli ou d'un repli discret. Elle se trompait. Arrivée à quelques pas, Claire s'arrêta. Elle fixa Nadine avec une intensité calme, presque clinique. Puis, d'une voix posée, sans hausser le ton, elle répondit « Je l'ai cousue moi-même, la robe, comme toutes celles que je portais autrefois. C'est ce que je faisais avant de nettoyer les erreurs des autres. » Le silence se fit immédiatement autour du groupe. Quelques rires étouffés se figèrent. Nadine perdit son sourire, mais tenta de garder contenance. Elle esquissa un haussement d'épaules, comme pour balayer la remarque. Mais la répartie de Claire s'était déjà propagée comme une onde. Plusieurs invités avaient entendu. Plusieurs répétaient déjà la phrase à voix basse, fascinés par le calme avec lequel elle avait retourné l'offense. Marc Lambert, qui se trouvait non loin, observa toute la scène sans intervenir. Il savait que cette fois, il n'avait pas à protéger, ni à justifier. Claire n'avait pas besoin de défense. Elle s'était tenue seule, avec une dignité implacable. Et ce qui le frappa, ce n'était pas seulement la justesse de sa réponse, mais la manière dont elle n'avait montré aucun ressentiment. Pas de colère, pas de rancune, juste une affirmation nette de sa place, de son passé et de ses compétences. Le reste de la soirée, après cet échange, fut marqué par un changement subtil, mais irréversible. Les regards posés sur Claire n'étaient plus ceux de la surprise ou du jugement. Ils étaient ceux du respect, d'une admiration parfois gênée. Plusieurs cadres, qui jusque-là s'étaient tenus à distance, vinrent lui adresser quelques mots. Des excuses voilées, des compliments maladroits, des tentatives de reconnaissance. Claire les écoutait avec courtoisie, mais sans s'ouvrir. Elle ne cherchait pas à être réhabilitée. Elle ne cherchait pas à faire partie de leur monde. Elle avait simplement imposé le sien, l'espace d'une soirée. Et ce monde, habitué à l'uniformité des apparences, avait été forcé de plier. Marc, resté en retrait, observait. Il se rendait compte que ce qu'il croyait être une démonstration ponctuelle était en réalité une révélation. Non pas de Claire, mais de tout ce qu'il n'avait pas su voir. Il pensait avoir tout prévu, tout cadré, même lorsqu'il avait accepté le pari absurde. Mais la réalité lui échappait désormais. Elle n'était plus entre ses mains. Elle appartenait à celle qu'il avait ignorée pendant 7 ans. Un peu plus tard, alors que la salle se vidait lentement et que les conversations se faisaient plus rares, Claire sortit sur la terrasse attenante. L'air était frais, presque froid. Elle respira profondément, croisant les bras sur sa robe pour en retenir la chaleur. Marc la rejoignit sans bruit. Il s'arrêta à quelques pas. « Vous avez eu raison », dit-il. Elle ne se tourna pas immédiatement. Puis répondit sans se retourner. « Raison de quoi ? De venir, de répondre, de ne pas vous taire. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je n'ai pas répondu pour vous, ni pour eux. J'ai répondu parce que le silence, parfois, devient une forme de consentement. Et je n'étais pas venu pour consentir. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement, se tenant à côté d'elle, sans la toucher,
sans chercher son regard. « Vous savez que ce que vous avez dit va résonner longtemps ici. Ce n'est pas mon problème, Marc. Ce sont vos murs, vos échos. » Il acquiesça. Il comprenait. Et ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient lentement dans la galerie Vivienne, il comprit que quelque chose d'irréversible s'était produit. Une ligne avait été franchie. Et ce n'était pas Claire qui l'avait franchie. C'était lui qui, pour la première fois, voyait ce qu'il y avait de l'autre côté. Le lundi suivant, l'ambiance au siège de Lambert Anne Moreau n'était plus tout à fait la même. Les couloirs, d'ordinaire régis par une mécanique bien huilée de saluts discrets, d'échanges rapides et de pas pressés, semblaient désormais imprégnés d'un trouble latent. La soirée de gala avait laissé des traces visibles dans les esprits. Les conversations matinales, généralement tournées vers les résultats hebdomadaires ou les nouvelles directives, s'attardaient encore sur la robe bordeaux, les mots de Claire, le regard de Vernier, et surtout, l'étrange inertie de Marc Lambert face à tout cela. Claire, elle, reprit son poste dès 6 heures du matin, comme à l'accoutumée. Elle s'était changée dans le vestiaire sans se presser, avait rangé sa robe dans une housse suspendue derrière la porte de son appartement, nettoyé ses outils de couture avec soin, puis s'était remise au rythme de ses gestes quotidiens. Son uniforme gris et sa veste légère recouvraient toute trace de la soirée passée. À première vue, elle était redevenue la silhouette silencieuse et méthodique qui passait d'un étage à l'autre, chariot à la main, balayette dans l'autre. Mais l'illusion ne prenait plus. Ce matin-là, personne ne croisa Claire sans lui adresser un regard appuyé. Certains, honteux, détournaient les yeux. D'autres, mal à l'aise, tentaient un sourire timide, parfois une salutation maladroite, souvent sans réponse. Une minorité plus courageuse s'arrêtait pour lui dire quelques mots, maladroitement élogieux, ou simplement pour exprimer une gêne confuse. Elle, fidèle à sa manière, ne rejetait ni ne favorisait personne. Elle poursuivait son travail avec la même rigueur, répondait sobrement et s'en allait. Mais au sein de l'entreprise, un événement inattendu allait bientôt donner une autre dimension à ce que la plupart pensaient être un épisode spectaculaire, mais éphémère. C'est Paul, un jeune assistant du département communication qui en fut à l'origine. Curieux de comprendre d'où venait cette Claire que tout le monde semblait redécouvrir, il entreprit une recherche rapide sur Internet. Ce qu'il découvrit en quelques minutes le laissa interdit. Claire Dubois, plusieurs années auparavant, avait fait la une de plusieurs magazines spécialisés en mode. Des articles de presse, encore disponibles sur des archives numériques, la décrivaient comme une créatrice prometteuse, dotée d'un style singulier et d'un sens de la coupe remarquable. Elle avait remporté un prix à Cannes, exposé une mini-collection au Carrousel du Louvre et avait été citée comme « révélation discrète » par un célèbre critique de mode. Puis, brusquement, plus rien. Aucun article, aucun projet connu, aucune mention, comme si elle avait disparu du paysage sans explication. Paul n'en crut pas ses yeux. Il imprima 2 pages, les glissa dans une pochette et, après une hésitation, les apporta directement au bureau de Marc Lambert. Ce dernier, en pleine lecture de rapport, leva les yeux surpris par cette interruption inhabituelle. Paul, visiblement nerveux, déposa la pochette sur le coin du bureau et murmura simplement « Je crois que vous devriez lire ça ». Puis il s'éclipsa sans attendre de réponse. Marc ouvrit le dossier avec prudence, et dès les premiers mots, il sentit son souffle se raccourcir. Les photographies, les articles, les dates, tout coïncidait. Claire, celle qu'il avait toujours vue comme une simple employée d'entretien, avait connu une reconnaissance rare. Il lut chaque ligne, lentement, relut certaines, incapable de croire qu'il avait pu être aussi aveugle. Elle n'était pas seulement talentueuse, elle avait été reconnue, admirée, promue, et il n'en avait rien su, non parce qu'elle avait caché ce passé, mais parce qu'il n'avait jamais eu la curiosité de regarder au-delà de la fonction qu'elle occupait. Il resta assis, figé, pendant plusieurs minutes. Aucun mot ne venait. Son esprit tournait en boucle autour d'un seul constat. Il avait été complice, par indifférence, de l'effacement d'un talent. Non par hostilité, mais par habitude. Par cette croyance insidieuse que les rôles dans l'entreprise sont fixes, que ceux qui nettoient ne créent pas, que ceux qui balayent n'ont rien à dire. Il sortit de son bureau plus tard dans la matinée. Il marcha sans destination, sans but défini, comme si son corps avait besoin de mouvement pour digérer ce qu'il venait d'apprendre. Il croisa Claire dans un couloir, mais ne l'arrêta pas. Elle le vit, naturellement, mais ne modifia en rien sa trajectoire.
Ils se frôlèrent sans échanger un mot. Plus tard dans la journée, il appela son assistante et demanda à recevoir tous les documents internes relatifs à l'embauche de Claire, ainsi que les raisons, si disponibles, de son arrivée à Lambert & Moreau. Les archives indiquaient simplement une candidature spontanée déposée 8 ans plus tôt, acceptée sans entretien approfondi dans un contexte de renouvellement du personnel de nettoyage. Aucun détail, aucun signal, rien si ce n'est une discrétion exemplaire et une ponctualité irréprochable durant toutes ces années. Marc repensa à toutes ces fois où il avait croisé Claire sans lui adresser un mot, à tous ces matins où son bureau était propre, son fauteuil réajusté, son écran sans poussière. Il repensa à la perfection silencieuse de son travail, à la régularité de sa présence. Et il se rendit compte que, dans une entreprise obsédée par la performance, il n'avait jamais pris le temps d'interroger l'origine du soin avec lequel cette femme effaçait les traces du jour précédent. Ce passé dévoilé, même en silence, se propagea peu à peu dans l'entreprise. Paul, sans le vouloir, avait déclenché une vague de redécouvertes. D'autres commencèrent à chercher, à vérifier, à confronter. La figure de Claire Dubois, longtemps tenue dans l'ombre, prenait une toute nouvelle place dans l'imaginaire collectif de Lambert & Moreau. Elle n'était plus seulement l'anomalie d'une soirée, mais le rappel douloureux que le talent peut être ignoré, oublié, nié, simplement parce qu'il ne se trouve pas là où on l'attend. Et au cœur de ce bouleversement silencieux, Claire, fidèle à elle-même, continuait d'avancer, sans chercher la lumière, sans réclamer quoi que ce soit. Mais chaque geste qu'elle posait désormais portait une autre signification. Chaque pas dans les couloirs de l'entreprise faisait entendre aux plus attentifs un bruit nouveau, celui d'une présence qu'on ne pouvait plus ignorer. La réunion annuelle de Lambert & Moreau était l'un des événements les plus attendus du calendrier interne. Plus formelle que la soirée de gala, elle rassemblait, dans l'amphithéâtre principal d'un centre de conférences luxueux, l'ensemble des collaborateurs du groupe. C'était le moment des bilans, des annonces stratégiques, des remerciements officiels et des discours savamment rédigés. Marc Lambert, fidèle à son style, y occupait toujours le rôle central. D'une posture droite, d'un ton précis et d'une diction maîtrisée, il exposait les résultats, félicitait les équipes clés et projetait l'avenir comme un chef d'orchestre sûr de chaque note. Cette année, pourtant, un frémissement différent parcourait les rangées avant même que la réunion ne commence. Les récents événements avaient laissé une empreinte difficile à effacer. Les échos de la soirée de gala résonnaient encore dans les couloirs, alimentés par les articles internes, les discussions autour des distributeurs de café, les interrogations silencieuses de ceux qui n'avaient pas osé poser la question « Comment avait-on pu ignorer Claire Dubois si longtemps ?» Lorsque les premiers employés prirent place dans l'auditorium, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Les cadres les plus anciens s'échangeaient des regards incertains, tandis que les nouveaux venus observaient avec curiosité les visages qu'ils ne connaissaient que de loin. Claire, comme à son habitude, était arrivée tôt. Mais cette fois, elle n'était pas restée à l'arrière-plan. Marc Lambert lui avait personnellement fait parvenir une invitation à la réunion, non pas comme membre du personnel de nettoyage, mais en tant qu'invitée officielle. Elle avait hésité, puis accepté. Elle s'assit à l'un des rangs centraux, vêtue sobrement, cheveux détachés, visage neutre, aucun signe ostentatoire, mais personne ne pouvait plus faire semblant de ne pas la voir. Lorsque Marc monta sur scène, le silence fut immédiat. Il salua la salle avec la même assurance que toujours, remercia les équipes, félicita les projets stratégiques réalisés et déroula les résultats de l'année avec la rigueur d'un expert en chiffres. Les graphiques s'enchaînaient, les applaudissements ponctuaient les présentations, et tout semblait suivre le cours habituel jusqu'au moment où il referma son dossier, leva les yeux vers l'assistance et prit une respiration plus lente. « Avant de conclure cette réunion, j'aimerais évoquer quelque chose d'un peu différent, dit-il. Un fait qui, à première vue, n'a pas de lien avec nos indicateurs de performance, mais qui, à mes yeux, symbolise bien plus que n'importe quel chiffre. » Un léger murmure parcourut la salle. Certains redressèrent la tête, d'autres échangèrent des regards étonnés. Il y a quelques semaines, j'ai perdu un pari. Ce n'est pas un secret. Ce qui devait être un jeu sans conséquence a pris une tournure à laquelle je n'étais pas préparé. Et je dois aujourd'hui reconnaître que ce n'était pas un simple incident. C'était un révélateur. Le silence s'épaissit. Marc s'interrompit quelques secondes,
balaya la salle du regard puis reprit « Claire Dubois est parmi nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous la connaissent depuis des années. Et pourtant, combien d'entre nous connaissaient vraiment son histoire, son parcours, sa valeur? Moi, je ne la connaissais pas. Pas vraiment. Je la croisais. Je profitais de son travail, de sa rigueur, de son silence. Mais je ne la voyais pas. » Il marqua une pause, les yeux fixés sur elle. Claire, droite dans son fauteuil, soutenait son regard sans détour. Ce que Claire a démontré ce soir-là, et chaque jour depuis qu'elle travaille ici, c'est que le talent, la dignité et la compétence ne portent pas de badge hiérarchique. Ils ne s'affichent pas toujours dans les bureaux d'angle ou sur les cartes de visite. Ils s'expriment dans les gestes quotidiens, dans le soin apporté à ce qui semble invisible. Un silence lourd suivit. Puis, d'un geste calme, Marc tendit la main vers la scène. « Claire, si vous l'acceptez, j'aimerais que vous me rejoigniez ici. » Un battement suspendu. Puis Claire se leva, lentement, et s'avança entre les rangées. Les regards la suivaient avec une attention qu'elle n'avait jamais suscitée auparavant. Lorsqu'elle monta sur scène, un léger murmure monta des sièges. Pas un murmure moqueur, un murmure d'étonnement, d'admiration contenue, de respect naissant. Elle se tint à côté de Marc, droite, sobre. Il se tourna vers elle. « Je ne vous demanderai pas de discours. Ce n'est pas un devoir. C'est un remerciement pour la manière dont vous avez représenté Lambert N. Moreau, non pas comme une vitrine, mais comme une conscience. Une présence réelle, solide et inébranlable. » Il se tourna vers la salle. « Je pense qu'il est temps pour notre entreprise d'apprendre à regarder différemment. Et aujourd'hui, nous vous devons une reconnaissance que vous n'avez jamais réclamée. Merci, Claire. » Il l'applaudit. Seul d'abord, puis un second, un troisième, et peu à peu, la salle entière se leva. Les applaudissements, d'abord timides, s'amplifièrent. Certains frappaient des mains avec force, d'autres plus lentement, mais tous se tenaient debout. Ce n'était pas une ovation spectaculaire. C'était un moment rare de vérité partagée. Claire, les mains jointes, ne souriait pas. Mais ses yeux, eux, disaient tout. Elle inclina légèrement la tête en signe de gratitude, puis descendit de scène comme elle était venue, sans artifice. Lorsque la réunion reprit son cours, plus rien n'était comme avant. Un espace s'était ouvert. Un nouveau récit venait de naître. Et même si personne ne pouvait encore en mesurer toutes les conséquences, une chose était certaine. Claire Dubois n'était plus invisible. Et Marc Lambert, sans le savoir, venait de poser le premier geste d'une transformation bien plus profonde qu'une simple reconnaissance. Après la réunion annuelle, les jours qui suivirent furent chargés d'un silence différent. Ce n'était plus celui de l'indifférence, ni celui du désintérêt institutionnalisé, mais un silence d'observation. Les regards, désormais, suivaient Claire Dubois avec une attention discrète, presque respectueuse. Dans les couloirs, certains la saluaient, plus franchement. D'autres, maladroits, cherchaient un prétexte pour échanger quelques mots. Elle ne modifia pas sa routine. Elle arriva à la même heure, exécuta les mêmes gestes, fit son travail avec la même précision. Pourtant, dans chaque mouvement, il y avait quelque chose de plus dense. Non pas une fierté ostentatoire, mais une posture ancrée. Elle n'était plus une présence que l'on tolérait. Elle devenait une présence que l'on considérait. Marc Lambert, quant à lui, vivait un moment plus complexe. Depuis la réunion, son emploi du temps était resté le même, ses obligations inchangées, mais intérieurement, il n'était plus le même homme. L'image de Claire, debout sur scène, les applaudissements, son regard clair et son refus de jouer le jeu des remerciements attendus, tout cela s'était incrusté en lui comme une gifle silencieuse. Il continuait à diriger, à gérer, à décider, mais avec une lucidité nouvelle, troublante. Il revoyait les années passées à croiser Claire sans jamais s'interroger sur son nom, son histoire, ses choix. Il revoyait les silences partagés dans les ascenseurs, les pas discrets dans les couloirs, les dossiers impeccables posés sur son bureau. Elle avait été là tout le temps. Il ne l'avait jamais vue. Un après-midi de la semaine suivante, il lui demanda un entretien, non pas un ordre, ni une convocation. Il lui écrivit un mot à la main, déposé discrètement dans le vestiaire du personnel. « Si vous avez le temps, j'aimerais vous parler. Bureau 4A, mardi 15h. Marc. » Claire le lut sans émotion apparente. Elle le plia soigneusement, le rangea dans la poche de son gilet et poursuivit sa journée. Le mardi venu, elle frappa à la porte à l'heure exacte.
Marc la fit entrer, l'invita à s'asseoir. Il avait libéré son après-midi, annulé ses autres réunions. Il voulait que cette conversation ait lieu dans un espace dégagé, sans interruption, sans écran allumé, sans téléphone sur la table. « Je vous remercie d'être venu », dit-il simplement. Claire s'assit, droite, main posée sur ses genoux. Elle ne répondit rien. « Ce que je veux dire n'est pas un discours, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une tentative de rattraper quoi que ce soit. Je veux seulement comprendre, pas pour vous expliquer, pour vous écouter. » Claire ne bougea pas, ne parla pas. Elle attendait. Marc respira profondément. Il choisissait ses mots non pas pour convaincre, mais pour éviter de se cacher derrière ses formulations habituelles. « J'ai bâti cette entreprise sur l'exigence, sur la précision. J'ai cru que l'efficacité suffisait, que les résultats parlaient pour eux-mêmes. Et, en réalité, je me suis enfermé dans une idée du contrôle qui m'a éloigné de tout ce qui ne produisait pas immédiatement. Je n'ai jamais vu au-delà des rôles. Je ne vous ai jamais vu. » Il attendit. Claire finit par parler lentement. « Je ne vous en veux pas pour ça. Vous n'étiez pas obligé de me voir. Ce n'était pas votre fonction, pas votre priorité. Vous avez fait ce que font tous les autres, ce que j'ai fini par accepter. » Marc hocha la tête. Il sentait que le plus dur n'était pas d'admettre. C'était de mesurer le poids réel de cette absence de regard. « Pourquoi êtes-vous resté? Après avoir vécu tout ce que vous avez vécu? Après ce que vous aviez accompli ?» Elle réfléchit un instant. « Parce qu'à un moment, tout s'est effondré. J'ai perdu un proche, j'ai perdu ma stabilité, et j'ai eu besoin de disparaître. Travailler ici, c'était une manière de ne plus avoir à justifier. Je venais, je faisais, je rentrais. Pas de questions, pas d'attente. Je n'étais plus Claire Dubois, la styliste. J'étais juste Claire, et ça me suffisait. Et aujourd'hui, reprit-il. » Elle leva les yeux vers lui. Son regard était franc, ni dur, ni attendri. « Aujourd'hui, je sais que je ne veux plus disparaître, mais je ne veux pas non plus devenir une image. Je ne veux pas être la mascotte de votre éveil moral. Je ne suis pas un exemple. Je suis une femme qui a choisi de reprendre ce qu'elle avait laissé de côté. » Un silence long suivit. Puis Marc demanda « Et si je vous proposais autre chose? Un projet, un espace où vous pourriez créer de nouveau, où vous pourriez redonner forme à ce que vous étiez, pas comme un cadeau, pas comme une réparation, mais comme une proposition, d'égal à égal. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle pencha la tête, observa un point sur la table, puis répondit « Je ne sais pas encore. Je ne veux pas décider dans la gratitude, je veux décider dans la clarté. »« Je comprends, » dit-il. Il n'ajouta rien. Elle se leva, lentement. « Merci pour la conversation, » dit-elle, avant de sortir. Ce jour-là, Marc comprit que le pouvoir n'était pas seulement dans les décisions. Il était aussi dans la capacité à entendre sans répondre, à recevoir sans diriger, à voir sans posséder. Claire, en sortant du bureau, sentit que quelque chose en elle s'était déplacé. Pas un triomphe, pas une revanche, une reconnaissance intérieure. Elle avait enfin été entendue, non parce qu'elle avait crié, mais parce qu'elle avait tenu. Et désormais, le choix lui appartenait. Pas à lui, pas à l'entreprise. À elle seule. Quelques semaines après l'entretien avec Marc, le quotidien de Claire reprit un rythme quasi identique à celui qu'elle avait toujours connu, mais marqué désormais par des interstices d'une potentialité nouvelle. Chaque matin, elle revenait à l'entreprise avec son chariot, ses lavettes, ses gants, ses produits d'entretien. Mais dans ses gestes se glissait une conscience renouvelée. Elle ne nettoyait plus seulement pour effacer les traces du passé ou pour maintenir un ordre visible. Elle travaillait aussi avec une fierté tranquille, sachant qu'on la regardait autrement. Quelqu'un la remerciait moins souvent, mais on la voyait davantage. Pendant ce temps, Marc Lambert, d'abord dissimulé dans ses réflexions, commença à agir. L'entreprise entière ressentait ce léger changement. Il demandait des rapports différents, sollicitait des propositions de projets plus créatifs, s'intéressait aux talents non visibles de ses équipes. Un jour, il proposa, lors d'une réunion de direction, que l'entreprise développe une ligne interne de tenue de réception, de galas et d'événementiel pour ses clients. La proposition surprit. Ce type de projet n'était pas dans les habitudes de Lambert & Moreau. Réputé pour ses prestations de services, son conseil, sa stratégie, mais pas pour la création de mode ou le design textile. Certains applaudissaient l'audace, d'autres craignaient que ce soit un caprice de patron. Marc prit sur lui d'en faire une proposition concrète,
Il parla avec Claire dans un couloir hors des regards. Il lui dit que si elle le souhaitait, il aimerait qu'elle collabore à ce projet. Il ne la présenta pas comme la femme de la soirée, ni comme une curiosité. Il lui proposait un rôle officiel, celui de designer consultante. Elle releva les sourcils, surprise, mais ne montra pas d'émotion visible. Elle lui demanda de quoi il s'agissait exactement, quelles ressources seraient de mises à disposition, quelles attentes, quelles limites. Elle ne voulait pas d'un projet symbolique, mais d'une responsabilité tangible. Marc revint avec un cahier des charges. L'entreprise mettrait à disposition un atelier modeste, des matières premières, un compagnon couturier à plein temps et une enveloppe budgétaire pour la présentation finale. Le projet ne serait pas une vitrine uniquement de marque, mais pourrait comporter quelques pièces réellement créatives, éditées en quantité limitée pour des clients prestigieux, voire pour des événements extérieurs. Claire prit le temps de réfléchir. Elle accepta finalement mais posa ses propres conditions. Que son travail soit reconnu par contrat, que sa fonction soit claire, que personne ne puisse la traiter comme la styliste surprise ou la femme de ménage promue pour un soir. Le projet commença lentement. Claire dessina des croquis, dessina des silhouettes, proposa des tissus. Elle choisit des matières nobles, durables, peut-être pas les plus chères, mais celles qu'elle savait raconter une histoire. Elle parla avec l'atelier de fournisseurs, testa des prototypes. Elle fit des essayages, corrigea les finitions, ajusta la coupe. Elle partagea quelques esquisses avec Marc, qui écoutait, intervenait parfois, mais laissait très souvent l'initiative à Claire. Des collègues vinrent la voir discrètement pour lui demander conseil, pour lui proposer d'acheter ses créations, pour applaudir ses idées. Impossible de revenir à l'anonymat après ce qu'elle avait accompli ce soir-là, ce qu'elle imposait aujourd'hui. Plusieurs clients de Lambert & Moreau lui firent part de leur intérêt pour certaines pièces, la complimentèrent de manière sincère, surprenante. Un jour, Marc convoqua une séance de présentation devant les directeurs et quelques clients privilégiés. Claire, vêtue sobrement, mais avec une élégance que ses habits de travail n'avaient jamais laissé soupçonner, monta sur une estrade improvisée dans l'atelier. Elle présenta une première robe de soirée, un tailleur revisité et une veste longue asymétrique, tous créés dans le respect du style personnel qu'elle avait conscience d'avoir oublié et qu'elle entendait désormais réincorporer à son travail. Elle expliqua ses choix. Coupe, matière, ligne, souci de confort autant que d'esthétique, parce qu'elle voulait que les gens se sentent à la fois beaux et libres. Les retours furent mesurés, mais positifs. On s'attendait à quelque chose de décoratif, d'anecdotique. On trouva plutôt une cohérence, un souffle, une personnalité. Plusieurs directeurs furent touchés non seulement par l'esthétique, mais par le message implicite, qu'il est possible de sortir des cadres rigides sans sombrer dans le spectaculaire ou le ridicule. Marc, en particulier, ne cacha pas son admiration. Il comprit que ce projet n'était pas une faveur qu'il lui faisait. C'était une collaboration, une reconnaissance, une transformation d'une dynamique ancienne. Claire, quant à elle, ne quitta pas immédiatement ses tâches habituelles. Elle partagea désormais son temps entre entretien des locaux et création. Le matin, vous la trouviez toujours avec son chariot et ses lavettes. L'après-midi, vous la trouviez dans l'atelier, le maître ruban autour du cou, le tissu déroulé, les aiguilles, les machines. Dans les transports, elle revenait souvent sur ses croquis, griffonnait dans un carnet, imaginait des lignes, des plis, des couleurs. Elle se découvrait une énergie qu'elle pensait perdue. Un soir, après une longue journée, Marc la trouva dans l'atelier, en train de faire les derniers ajustements d'une robe. Il observa la lumière sur le tissu, la concentration sur son visage, le soin des finitions, des points invisibles. Sans un mot, il resta là un moment, admiratif. Puis il dit simplement « Vous faites du bon travail. Pas de fioritures, pas de flatterie excessive, une reconnaissance juste, honnête. » Claire leva les yeux, hocha la tête. Elle ne sourit pas nécessairement, mais ses traits se détendirent. Elle avait été reconnue, pas seulement vue, pas seulement applaudie, reconnaissante à nouveau de cette capacité silencieuse, tenace, à exister. Les mois qui suivirent l'émergence du projet textile au sein de Lambert & Moreau virent naître un mouvement discret, mais profond. Claire Dubois, autrefois invisible, s'était imposée sans fracas comme une figure de référence. Elle n'avait pas pris le pouvoir. Elle n'avait pas non plus cherché la lumière. Ce qu'elle avait conquis, c'était un espace,
un territoire personnel, inaliénable, qu'elle occupait avec une forme de calme radical. Elle n'avait plus besoin d'expliquer son parcours. Il s'écrivait désormais sous les yeux de tous, couture après couture, silence après silence. Au sein de l'entreprise, ses créations circulaient de main en main, d'écran en écran. Des employés, parfois discrètes, parfois haut placées, commencèrent à lui commander des pièces sur mesure. Rien d'ostentatoire. Une veste pour une prise de parole publique, une robe simple pour un dîner de clients, un tailleur moderne pour une prise de fonction. À chaque fois, Claire écoutait, dessinait, cousait avec la même attention. Elle refusait les compromis. Elle ne faisait pas de concessions à la mode rapide ni à la production artificielle. Elle créait pour que la personne soit vue comme elle voulait être vue, et non comme elle devait l'être selon les normes du jour. Marc Lambert, observant cette progression, choisit consciemment de prendre du recul. Il continua à appuyer discrètement les initiatives liées à Claire, mais sans jamais chercher à les diriger. Leur relation devint moins hiérarchique, plus horizontale. Parfois, ils échangeaient quelques mots autour d'un prototype, d'un tissu, d'une coupe. Il écoutait davantage qu'il ne parlait. Il avait appris que dans le silence de Claire résidait une forme d'intelligence que les mots ne savaient pas toujours traduire. Elle ne cherchait pas l'approbation. Et c'était précisément cela qui la rendait digne d'être écoutée. Un jour de printemps, Claire annonça qu'elle préparait une collection complète, la première sous son nom depuis son retrait du monde de la mode. Elle ne le fit pas par voie officielle. Elle n'envoya aucun communiqué. Elle mentionna simplement à ceux qui avaient suivi son parcours récent qu'elle présenterait son travail lors d'un petit défilé indépendant dans un espace qu'elle loua elle-même dans le 10e arrondissement. Elle invita des gens du métier, des clients, quelques anciens collègues, des amis de longue date et discrètement quelques membres de Lambert & Moreau. Le jour du défilé, la salle était sobre, presque brute. Les murs blancs, le parquet ancien, la lumière naturelle filtrant par de grandes fenêtres. Pas d'effets spéciaux, pas de musique assourdissante. Juste une file de chaises, un long couloir central et une feuille simple déposée sur chaque siège, présentant le nom de la collection. Revenir. Marc arriva en avance. Il s'assit au fond de la salle, à côté d'une styliste qu'il connaissait vaguement, et qui, en voyant son nom sur la liste, avait décidé de venir par curiosité. Autour de lui, des journalistes discrets, des acheteurs prudents, quelques figures du milieu artistique. L'atmosphère était calme, attentive, respectueuse. Tous savaient qu'ils n'assistèrent pas à un retour médiatique, mais à quelque chose de plus rare, une reconquête intime, patiente, rigoureuse. Lorsque la première silhouette entra dans la salle, un silence immédiat s'installa. Le vêtement était simple, bien coupé, structuré mais fluide. Puis vinrent d'autres modèles, portés par des femmes de différentes morphologies, de différents âges. Pas de visage figé, pas de démarche forcée. Chaque femme avançait avec la certitude tranquille que la pièce qu'elle portait avait été pensée pour elle. Le public comprenait en silence qu'il assistait à un geste d'auteur. Claire ne proposait pas une tendance. Elle proposait une manière de se tenir dans le monde. Le dernier modèle entra. C'était une robe longue d'un gris perle, presque blanc sous la lumière. La matière semblait à la fois dense et légère. La femme qui la portait marchait lentement, le regard droit. Lorsqu'elle atteignit le centre de la salle, elle s'arrêta, tourna lentement sur elle-même et regarda directement les spectateurs. Certains applaudirent doucement, d'autres restèrent silencieux, comme suspendus. Puis elle reprit sa marche et sortit. Mais à la surprise de tous, quelques secondes plus tard, une autre silhouette entra. Plus petite, plus lente, Claire elle-même. Elle portait la même robe. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une répétition, c'était un miroir. Elle avança jusqu'au milieu de la salle, se plaça là où la dernière mannequin s'était arrêtée et leva les yeux vers le public. Elle ne souriait pas, elle ne saluait pas, elle se montrait, pas pour séduire, pour exister. Les applaudissements, d'abord retenus, devinrent une onde lente mais puissante. Des spectateurs se levèrent, pas tous, mais assez pour que le geste prenne une autre dimension. Marc, toujours assis, regarda cette femme qu'il avait crue simple exécutante pendant 7 ans. Il ne pensa pas à lui, à sa propre transformation. Il pensa à elle, à tout ce qu'elle avait dû contenir, taire, abandonner, reconstruire. Et il applaudit, non parce qu'il fallait, mais parce qu'il le devait.
Claire quitta la salle après le défilé, sans discours, sans cérémonie. Elle salua quelques invités, échangea quelques poignées de main, mais s'éclipsa rapidement, comme toujours. Elle rentra chez elle à Montreuil, dans son appartement toujours modeste, ouvrit ses fenêtres sur la rue et s'assit à sa table de couture. Le carnet de croquis était là, ouvert à une page vierge. Elle n'écrivit rien. Elle regarda simplement le papier. Elle savait que la suite n'aurait plus rien à voir avec le passé. Elle ne cherchait plus à revenir. Elle était là. Et cette place, désormais, ne dépendait plus de l'approbation de personne. Marc, en sortant de la salle, ne fit aucune déclaration. Il ne parla pas du défilé dans ses réunions. Il ne rédigea aucun communiqué. Mais dans son bureau, il fit encadrer une photo du dernier modèle. Pas comme un trophée, pas comme un souvenir, comme un rappel. Que même dans les structures les plus rigides, une brèche est toujours possible. Et que parfois, cette brèche a la forme d'une robe cousue à la main, portée par une femme que l'on a enfin appris à voir.